Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast, je vais vous parler d'un arrêt qui a été rendu fin 2025 et dont le contenu peut paraître très intéressant. Il concerne, vous allez le voir, toutes les plateformes qui proposent à des photographes d'intervenir à des conditions vraiment dérisoires en termes financiers pour répondre à des commandes et vous verrez ce qui se passe lorsqu'on saisit un conseil de prud'homme. Je vous retrouve après le générique. Ceci est le podcast du blog Droit et Photographie. Je m'appelle Joëlle Verbrugge, je suis avocate et photographe, et dans le blog Droit et Photo, j'évoque avec vous les aspects juridiques de la création, de la diffusion et de l'utilisation des images fixes ou animées. En complément du blog et de la chaîne YouTube qui existe déjà, ce podcast vous permettra donc d'en apprendre encore plus avec la souplesse que permet le format audio. Bonne écoute! Alors, de quoi s'agissait-il en l'espèce? Les faits étaient les suivants. Le litige opposait une société exploitant une plateforme qui propose aux photographes d'accepter des commandes de photos à des prix dérisoires, d'une part, avec un photographe, d'autre part. Il s'agit de l'une de ces plateformes dont j'ai déjà souvent parlé sur mon blog dans des articles un peu anciens, dont le fonctionnement aboutit à une ubérisation manifeste de la profession de photographe, puisque les tarifs imposés aux photographes sont relativement dérisoires. Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt que je vais commenter, une collaboration avait débuté en janvier 2017, mais un peu moins de 2 ans plus tard, en septembre 2019, le photographe avait arrêté d'accepter des commandes et avait saisi quelques mois plus tard le conseil de prud'homme de Paris. Il soutenait que le contrat entre lui et la plateforme devait être requalifié en contrat de travail et qu'il fallait en outre considérer que ce contrat de travail avait été résilié au tort de la plateforme, essentiellement pour travail dissimulé. En première instance, ces demandes avaient été accueillies et donc le contrat avait été requalifié en contrat de travail. Le conseil de prud'homme avait considéré qu'il y avait bien un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la plateforme à un peu plus de 15 000 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé et 1 700 € environ au titre d'indemnité légale de licenciement, ainsi que d'autres montants sur le détail desquels je ne m'attarde pas. La plateforme avait donc fait appel, ce qui déboucha sur l'arrêt que je vous commente aujourd'hui et dont je vous donnerai les références à la fin du podcast. Devant la cour d'appel, la plateforme plaidait à nouveau qu'il n'existait pas de contrat de travail, que le photographe était bien un auto-entrepreneur, mais à titre subsidiaire, vu le premier jugement qui avait été rendu, elle estimait que si, malgré tout, on considérait qu'il y avait contrat de travail, c'était quand même le photographe qui avait démissionné, de telle sorte que c'était absolument pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le photographe, de son côté, demandait en degré d'appel qu'on confirme cette requalification du contrat, mais il effectuait d'autres calculs quant au montant. Je ne m'attarde pas sur les questions qui sont strictement liées au droit du travail. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir ce qui a amené la cour d'appel, tout comme avant elle le conseil de prud'homme, à requalifier le contrat. Car il est probable que de nombreux photographes qui m'écoutent, lorsqu'ils sont en lien avec ce type de société, pourraient être intéressés. Alors sur quoi se basait le photographe pour étayer ces demandes? Premier groupe d'arguments, il disait qu'il travaillait exclusivement pour la plante, donc la plateforme, à laquelle il était uni par un lien de subordination. Il estimait qu'il avait été contraint de s'inscrire comme auto-entrepreneur afin de pouvoir contracter avec la plateforme, puis il avait été contraint également de suivre une formation qui était dispensée par cette société. Il relevait que les tarifs étaient fixés unilatéralement par la plateforme et que la possibilité de contracter des missions extérieures à cette plateforme était subordonnée à l'absence de conflit d'intérêts. À tout cela, la plateforme répondait qu'il n'existait pas de contrat de travail et que le photographe avait bien un statut d'auto-entrepreneur et bénéficiait de la liberté d'entreprendre. Deuxième groupe d'arguments, le photographe soutenait qu'il lui était impossible d'utiliser le matériel d'un tiers pour réaliser la prestation. Il devait exclusivement soit utiliser son matériel à lui, soit celui de la société. Et il soutenait également qu'il avait l'obligation de prévenir la société en cas de retard dans l'exécution d'un travail, qu'il devait envoyer ses photos dans les 2 heures suivant la fin de la prestation, qu'il travaillait sous la surveillance de la plateforme, sous menace d'exclusion en cas de désistement et avec interdiction de modifier une commande, les photographies réalisées étant validées et faisant l'objet d'appréciations techniques. À tout cela, la plateforme répondait qu'il y avait un cahier des charges et la remise d'instructions générales, mais que ça ne suffisait pas à caractériser un lien de subordination, d'autant que le photographe disposait de son propre matériel, conformément à l'usage dans le milieu de la photographie, qu'il était autonome dans le choix de son horaire de travail et l'exécution de son activité, qu'il renseignait lui-même ses disponibilités sur la plateforme et qu'il décidait tout seul de la fréquence de ses reportages photographiques. De telle sorte que, n'ayant pas de clause d'exclusivité selon elle, mais simplement une clause de non-concurrence, il était parfaitement libre de ses mouvements, comme tout auto-entrepreneur.
Troisième groupe d'arguments du photographe, il soutenait que la société disposait d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son égard. C'est l'un des critères pour être considéré comme un salarié. La plateforme, de son côté, répondait qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de sanction, que la notification d'une commande initialement proposée au photographe à un autre photographe étant selon elle la simple conséquence de son modèle économique et la notation des photographies ayant seulement vocation à évaluer la conformité technique du travail par rapport au cahier des charges. Elle soutenait également que le pouvoir de suspendre le compte du photographe ou de l'exclure de la plateforme en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ne constituait pas un pouvoir de sanction, mais simplement la mise en application du principe d'une exécution loyale des contrats. Donc face à tous ces arguments, la Cour d'appel va rappeler dans un premier temps ce qui fait l'essence d'un lien de subordination, puis va examiner si le photographe, dans le cas précis qui lui était soumis, exerçait bien son activité dans le cadre d'un lien de subordination ou non. Et dans l'affirmative, ça devait évidemment transformer le contrat en contrat de travail. Au niveau des rappels, voici ce que dit la Cour. Je cite. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé. En l'espèce, donc dans le contrat précis, l'accomplissement d'une prestation de travail rémunérée n'est pas contesté, le photographe ayant effectué de façon très régulière et presque quotidienne divers reportages photographiques confiés par la plateforme entre janvier 2017 et septembre 2019, reportages dont il a tiré l'essentiel de ses revenus professionnels. Je cite toujours. Si quelques rares échanges de courriels sont produits permettant de vérifier que le photographe pouvait choisir de ne pas travailler à certaines plages horaires, et bien qu'aucune clause d'exclusivité n'ait été souscrite, il y a lieu de relever que les conditions générales d'utilisation du service de la plateforme prévoient que les photographes doivent régulièrement indiquer leur disponibilité. Ces informations influencent sur la notification de nouvelles commandes qui peuvent leur être adressées. Que lorsqu'un photographe est notifié d'une nouvelle commande, il accepte automatiquement de la réaliser lorsqu'il a choisi le mode auto-acceptation sur la plateforme. Lorsque le photographe a choisi d'accepter manuellement la réalisation d'une commande, il doit nécessairement la valider dans les 2 heures suivant la notification. À défaut, la commande sera notifiée à un autre photographe qui répond aux critères mentionnés par le client dans sa commande. Dans ce cas, le premier photographe ne pourra donc pas réaliser la commande, ce qui rend l'autonomie alléguée très relative, comme l'a souligné à juste titre le jugement de première instance, d'autant qu'en cas de désistement, le photographe pourra, à la discrétion de la plateforme, être exclu de la plateforme et voir son compte supprimé, ou ne plus se voir confier de reportage photographique pendant une durée déterminée. Fin de citation. Ensuite, la Cour relève d'autres éléments déterminants selon elle. Alors, premièrement, la formation initiale imposée par la plateforme au départ du contrat, le fait que la durée de post-traitement et de remise des photos était imposée au photographe, l'obligation stricte de respecter le cahier des charges et les exigences techniques, le nombre de photos à réaliser. Ici, c'était le nombre nécessaire plus au minimum 50% de photographies supplémentaires que le nombre de clichés commandés par le client, ce qui, selon la Cour, excluait toute latitude sur certains points et en tout cas toute créativité ou personnalisation. Le fait que le travail était effectué avec du matériel prêté par la plateforme ou éventuellement avec du matériel personnel, mais jamais avec du matériel appartenant à des tiers, le fait que la plateforme était la seule à établir les tarifs, le fait que la société validait ou non les clichés et en cas de non-conformité pouvait refuser la validation de telle sorte que le photographe devait réaliser à nouveau le reportage aux dates et aux heures imposées par la plateforme, le photographe s'engageant dans le contrat à se rendre disponible sans contrepartie financière pour ces nouvelles prises de vue. Le fait que le travail était noté, évalué par des étoiles en plus ou moins grand nombre pour afficher le degré de satisfaction de la plateforme par des commentaires de qualité, la plateforme s'autorisant toute retouche estimée nécessaire sur le produit transmis, retouche certes non sollicitée au photographe lui-même, mais touchant à la nature de la prestation et à son intégrité. Et enfin, le fait que si le photographe voulait travailler avec une autre plateforme, même concurrente, il devait en informer la société. Tout ceci étant posé, la Cour estime donc que la plateforme déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'arrêt dit également ceci, je cite, « Par conséquent, tant le cadre contractuel définit les conditions contraintes d'exercice de la collaboration que leur contrôle par la plateforme déniait au photographe, nonobstant son inscription comme indépendant, toute capacité à assumer un risque entrepreneurial et reflétait un service organisé unilatéralement par l'employeur dans le cadre d'un lien de subordination, comme relevé à juste titre par le jugement de première instance,
Tout ceci requiert la requalification de la relation en un contrat de travail à durée indéterminée. Fin de citation. En considération des conditions spécifiques de la rupture des relations entre parties, la Cour d'appel a donc confirmé le premier jugement et a aussi considéré qu'il y avait eu travail dissimulé dans le chef de la société au préjudice du photographe. À ce niveau, l'arrêt nous dit ceci, je cite à nouveau. En l'espèce, la relation de travail présentée comme une convention de prestation de service avec un auto-entrepreneur n'a à l'évidence pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche du photographe, ni donné lieu à des déclarations relatives au salaire, ni au paiement des cotisations sociales assises sur ceci. En l'état de la requalification en contrat de travail, un travail dissimulé doit donc être constaté, dont le caractère intentionnel réside dans la particulière attention apportée par la plateforme à la conciliation entre la teneur habituelle d'un contrat de prestation de service et les différentes contraintes imposées aux photographes soumis à un partenariat fictif en vue pour l'employeur de se soustraire délibérément aux obligations légales lui incombant. Fin de citation. Et si c'est bien le photographe qui avait manifesté le souhait de ne plus travailler avec la plateforme, l'arrêt considère en outre que cela venait, je cite, en réaction au comportement de l'employeur qui avait cessé de lui fournir du travail, annulant toutes les commandes en cours et les shootings organisés, fin de citation, de telle sorte qu'il y avait eu, au regard du droit du travail, un manquement à l'obligation de fournir du travail et de payer le salaire correspondant, ce qui confirmait une résiliation au tort de l'employeur. Alors je ne m'étends pas sur les montants alloués, c'est pas ça qui m'intéressait dans cette affaire-là. Au final donc, les plateformes de mise en relation qui prétendent fournir à leurs clients des photographies à coût réduit, en reportant la charge de ces prestations sur les photographes dont elles exigent qu'ils soient installés en tant qu'indépendants avant de leur imposer toutes ces contraintes, seraient bien avisés de faire très attention à cet arrêt. Alors j'ignore si un pourvoi en cassation a été déposé, mais l'enseignement de cet arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 27 novembre 2025 est très intéressant et je m'en servirai sûrement aussi dans la future édition 6 de mon livre « Vendre ses photos ». Il s'agit donc, pour avoir les références, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris, je vous le disais, du 27 du 11 2025 sous le numéro 23/06-162. Et d'ici là, bonne semaine à tous, n'hésitez pas à me faire savoir si ce type de contenu vous plaît. À bientôt, au revoir. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, je vous renvoie vers le blog lui-même ou les ouvrages et articles. À très bientôt.